monde, bienvenue dans cette vidéo avec Valentine de Anga. Bonjour Valentine. Salut Janet, merci. Ça me fait trop plaisir de te recevoir parce que ça fait des années qu'on parle entrepreneuriat. Yes. Et donc quand on a lancé ce format de podcast, je me suis dit évidemment que tu étais une des premières qui viendrait. Et tu as gentiment accepté Ouais, c'est vrai que ça l'invitation. fait longtemps qu'on se suit, ouais. Voilà, voilà. Donc on a 1 heure à peu près devant nous pour parler entrepreneuriat, pour parler de ta boîte Anga Ok, top. et de plein de sujets qui sont liés à tout ça. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer un petit peu en mode pitch rapide, tu vois, 1 minute, ce que vous faites avec Anga? Ouais, ouais, ouais. Alors, Anga, on a créé un matériau qui est à la fois esthétique et technique pour l'architecture d'intérieur, qui est conçu à partir de déchets plastiques de la grande distribution, de l'événementiel. On commence aussi avec des déchets plastiques de l'agriculture, tu vois, donc tout ce qui Ok, emballe des ballots de paille, etc., qui sont très mal recyclés aujourd'hui. Parce que le business model, en gros je le fais brièvement, mais le business model du recyclage de ce déchet-là n'est pas très intéressant. hmm, Et donc on récupère gratuitement des quantités énormes de déchets plastiques qui sont utilisés au quotidien. Euh, et alors qu'en fait, c'est une matière qui est extrêmement intéressante parce que imperméable, thermoformable. Et donc ça nous permet de faire des visuels assez sympa, donc tu vois, qui vont avoir un aspect marbré pour des projets d'architecture intérieure. Donc de la scénographie, de l'agencement de boutique, des bureaux. On fait pas mal de bureaux en ce moment, et puis des espaces de restauration avec des acteurs qui veulent, qui sont de plus en plus intéressés par des matériaux éco-responsables, soit pour incarner leur marque ou pour coller avec leurs valeurs. ok, donc plein de débouchés possibles pour ce matériau révolutionnaire Ouais, 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 ça c'est assez cool. écologique. Et c'est vrai que bon, bah, moi je connais bien maintenant, j'ai vu plein de fois des photos, ce qui est bluffant, c'est que ça ressemble vraiment à du marbre, quoi. T'as cet aspect visuel, bon, impossible à décrire avec des mots évidemment, mais Je vous que, invite à les regarder du coup maintenant, comme ça vous aurez ouais. en tête. Donc sur Instagram, Anga, A-N-G-A, et puis votre site internet aussi, où Ouais, on voit un peu tout ça. donc sur Insta, anga-Paris, et donc le site anga.fr. Et alors ce qui est intéressant, c'est que, comme tu le disais, vous, ce que vous faites avant tout, c'est un matériau. Ouais. Et Mm. après, une fois que tu fais ce matériau, tu as plein de débouchés possibles. Ça peut être de faire vous-même des meubles, Ouais. de vendre à d'autres qui vont faire des meubles, de passer directement, enfin, d'être utilisé comme matériau par des gens qui vont faire des travaux d'aménagement. Donc en fait, plein de cas d'application possibles et vous êtes limite, vous devez choisir en fait où vous allez quoi, dans tout ça. Ouais, ouais, en fait, on a surtout eu un peu un sujet de devoir cibler l'application qu'on voulait avoir, parce que au départ, quand on a sorti notre concept, donc il y avait des gens qui nous demandaient tu vois, enfin pour des projets tellement variés, parfois c'était pour du sur-mesure, parfois c'était pour des projets un peu bon marché, parfois c'était très haut de gamme. Et donc là, on s'est vraiment ciblé sur le marché des matériaux haut de gamme. Donc c'est des agences d'architecture qui viennent nous démarcher pour leurs projets à eux. Donc les agences d'architecture sont nos apporteurs d'affaires. Ouais. Et Alors, on verra après un peu plus en détail sur ouais, ouais, ouais. comment ça marche et d'où et comment est-ce que vous faites justement pour trouver, tu vois, des débouchés. Juste avant, ce que je voulais creuser un petit peu, c'est l'origine du truc et La genèse. comment c'est venu cette idée, parce que c'est quand même, faut y penser, quoi. Ouais. Faut y penser. Alors là, tous les crédits vont à mon associé qui s'appelle Alexandre Alimi, Qu'on salue. qui est, ouais, Alex, qui est un jeune designer qui sortait d'école. Et donc moi, j'étais à l'ESSEC en plein cursus quand on s'est rencontrés. Et en fait, Alexandre a vraiment eu l'approche de se dire, mais en fait, je vois plein de déchets plastiques autour de moi. C'est en termes de process de design, c'est absurde parce que c'est un matériau qui, si on le regarde uniquement comme un matériau, est hyper intéressant. En fait, a plein Ouais. de valeurs techniques. Simplement, on l'utilise mal, donc on le voit comme quelque chose d'encombrant, de polluant. Et donc, il a commencé à récupérer ces déchets plastiques-là qu'il trouvait dans la rue, à les fondre dans son four de cuisine, Donc là, chez c'était lui, dans son appart. de l'expérimentation Ouais, ça, d'étudiants c'était qui. il y a 3 ans et demi. Ok. Et donc vraiment à vouloir regarder comment se comportait le déchet. Et donc on s'est rencontrés à peu près à ce moment-là, où moi, à l'ESSEC, j'étais très intéressée par tout ce qui était économie circulaire. Et puis, j'avais
un peu envie de sortir de la théorie pour aller vraiment mettre les mains dedans. Et alors là, j'étais servie. Euh, Clairement. et donc, moi, je suis arrivée beaucoup plus avec cette approche de comment est-ce que ce matériau-là, on va pouvoir lui trouver une application et un process de production qui soit industrialisable pour réussir à trouver un business model intéressant. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est adressé sur le marché du mobilier, de l'architecture d'intérieur, mais d'abord du mobilier. Parce que tout simplement en se disant, le plus simple à faire en termes de forme pour l'instant, c'est des plateaux. Et donc, on a loué, c'est vraiment l'approche hyper lean, qui était un peu le mot à la mode à l'époque et que je trouvais très théorique. Ouais, mais tu vois, quand j'étais en école de commerce, on me disait, ouais, c'est trop le lean startup qu'il faut faire maintenant et tout. Et en fait, quand j'ai rencontré Alexandre, je me suis dit, mais en fait, sans avoir la théorie derrière, en fait, juste par bon sens, il avait complètement cette approche-là. Et moi, c'est complètement ça aussi ce qui m'a séduit chez lui, c'est l'action plus que la parole. Et donc, on a commencé à faire des petits échantillons dans un bout de garage à Saint-Denis avec des fours récupérés et des petites presses. Et en fait, c'était suffisant pour aller tester le concept. Donc, on est allé dans les salons pro, on est allé évidemment faire semblant qu'on était une vraie boîte avec un vrai site, etc. Et donc, on a eu des premières demandes de devis. Donc, on a senti des premières demandes d'articles, de magazines de mode, de design. Et donc, on a senti à ce moment-là qu'il y avait un intérêt. Et puis, par exemple, tu vois, à ce moment-là, vraiment, on n'avait rien du tout. On était invités chez Europe 1 pour en parler. Énorme. Et vraiment, moi, j'ai un peu eu ce truc de, mais attends, mais... Est-ce que je suis pas un imposteur complet? Le sentiment d'illégitimité, alors gros sujet. Mais en fait, en sentant l'attraction, ça s'est fait comme ça. Et puis du coup, on a réussi à avoir des premières commandes, des premiers financements. Et en fait, moi qui pensais me lancer dans un projet sympa en parallèle de mes études et un moyen sympa de faire valider des stages en école de commerce, je me suis retrouvée petit à petit embarquée dans cette aventure que j'aime trop. Oui, parce que toi, avant, en fait, là, tu étais étudiante, tu n'avais pas particulièrement monté de boîte au préalable, c'est ta première expérience finalement. Okay. Donc, bien trouvé du premier coup. Et même presque première expérience pro, parce que j'aime tellement être libre dans mes projets et pouvoir avoir un peu la main sur ce que je veux créer, que du coup, mes autres stages, je m'étais toujours un peu arrangée pour le faire à travers tu vois, des missions de conseil indépendantes ou des choses comme ça. Donc même l'expérience de grosse boîte en entreprise, je l'ai eu dans un stage de 2 mois au Figaro, mais pas plus que ça. Et après, quelque part, tant mieux. Il y a 2 écoles là-dessus. On peut se dire que ça apprend des méthodes et tout, et puis on peut aussi se dire que ça bride ta créativité. Ouais, carrément. Ouais, c'était... Je pense que c'était... il y a 2 façons de le prendre. Parfois, c'était plus compliqué, du coup, parce que tout ce que tu fais, c'est toujours une première fois. Et parfois, évidemment, c'est un peu le vertige. Tu sais pas trop par quel bout prendre les choses et tout. Et en même temps, tu vas avec une grande naïveté. Et du coup, je pense, beaucoup plus de culot et de courage que quand t'as plein de réflexions et d'expériences derrière, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est ce qui fait aussi, d'ailleurs, que tu penses que ton projet, qui potentiellement est un peu fou, peut fonctionner. Alors que peut-être c'est vraiment la naïveté. Ah ouais. En n'ayant pas cette naïveté, tu te serais limité, tu te serais dit non, c'est pas possible que ça marche, ça sort trop du cadre, quoi. Ouais, naïveté et en même temps aussi le truc de se dire de toute façon, quand j'ai rencontré Alex, du coup j'avais 21 ans quand on a commencé à du coup être dans ce garage. Et ouais, il y avait vraiment un truc de toute façon, maintenant j'ai le temps. Et un peu ce truc de tant que t'es dans le cursus pro, il faut suivre un peu l'autoroute, faire ce qu'on te demande, etc. Ouais. Et pour le coup, une fois que je suis arrivée à l'ESSEC, j'étais un peu en mode maintenant je suis libre pour faire ce que j'ai envie parce que ça y est, j'ai un peu une sécurité que j'avais pas avant. Donc c'est le moment ou jamais. Moi, ceux qui se lancent en ayant déjà un crédit d'appart à payer et des enfants, là, pour le coup, je me dis... Ça, c'est de la folie. Ça, c'est un peu... Faut il y en a qui arrivent et c'est trop bien,
Mais je pense que j'aurais été beaucoup plus frileuse à ce moment-là. Ouais. Ah ouais, non, c'est vrai que j'ai quelques exemples comme ça notamment un père de famille qui a monté un business incroyable, c'est Familéo, peut-être que tu connais. Ouais, Et là, ouais, bien sûr. Ouais. ils avaient déjà, je sais plus, plusieurs enfants, la maison et tout. Bah, d'ailleurs, c'est top ce qu'il a créé. C'est génial, c'est génial. Moi, j'étais Et saoulée. une fois que c'est, ouais, pareil. Et une fois que c'est lancé, tu te dis bon bah super, c'était bien vu et tout. Mais ce moment où il s'est retrouvé avec la page blanche, en ayant une famille, un emprunt et tout, ouais, c'est très courageux quand même, hein. Nous, on n'est pas passé par ça, tu vois. Ouais, oui. Mais bon, pas obligé de faire ça non plus. Et toi, du coup, tu étais étudiante en même temps. Ouais. Et donc, t'avais genre un cursus un peu aménagé ou comment ça se combinait? Déjà, l'ESSEC motive énormément à la création de projets de ces étudiants. Donc, ça fonctionne un peu à la carte à l'ESSEC. Donc, tu peux te mettre des semestres où tu as beaucoup de cours et d'autres où tu es plus vide. Et puis, moi, alors ça, pour le coup, ça a été une chance depuis le début. C'était qu'on a commencé pendant le Covid. Donc, en fait, bah, moi, j'avais mes cours en ligne à côté. Mm. Et puis, bon, bah, la production à gérer en parallèle. Enfin, donc, parfois, c'était un peu tricky parce que enfin, tu vois, on avait un alternant je crois qu'il était même un peu plus âgé que moi. Et puis, donc, je vais lui dire, ok, bon, bah là, le projet, c'est de faire ça, ça, ça pour la semaine et la journée. Bon, par contre, je te laisse puisque dans 1 heure, j'ai examen de finance. Enfin, tu vois, genre, c'était. Le truc complètement Ouais, improbable. ouais. Et en même temps, bah, en fait, déjà, t'as le temps, du coup. Mm. Enfin, t'as plus de temps. Alors, parfois, il faut. Le temps, c'est tricky parce que du coup, parfois, tu. Donc, T'as le temps d'avoir la la pression fameuse un peu loi, aussi. plus tu as du temps, plus le projet prend le temps qu'il faut. Mais aussi, ça m'a permis de vraiment observer le marché, de vraiment questionner. Et du coup, je pense que trouver le business model, au moment où on a été prêt à sortir un peu le projet de terre, bah, pour le coup, le business model était assez bien rodé, quoi, tu vois, parce qu'on avait vraiment rencontré beaucoup de monde. On s'était vraiment penché vraiment sur la faisabilité technique du projet. Et puis aussi, bah, c'est quand même une chance de pouvoir être en classe, de parler avec tes profs. Enfin, tu vois, moi, je me souviens de mon prof de marketing. Pour moi, les cours de marketing, c'était toujours un peu. Je pense que c'est toujours un peu surfait quand t'es à l'école parce que c'est pas palpable. Et puis bah, là, pour le coup, j'avais un vrai projet concret. Donc, j'ai eu l'expérience vraiment trop intéressante, concrète en école de commerce. Et puis ensuite, après coup, bah, moi, certains de mes profs ont été nos meilleurs conseillers Ouais. pour la suite, quoi. C'est marrant ça, parce que souvent on dit qu'il y a un peu un gap, tu sais, entre le monde de l'enseignement Ouais, et la pratique, où finalement c'est souvent un peu des discours, c'est peut-être des postures, mais des gens qui vont dire ouais l'école ça sert à rien, ouais, finalement, machin et tout. etc. Toi c'est pas ton expérience Non, au pas lycée du pour tout. le coup. Pas du tout. Et puis, aussi parce que, bah, encore une fois, t'es jeune, tu connais rien. Et donc, c'est assez agréable aussi de pouvoir se dire, bon, bah, au pire, si ça marche pas, bah, en fait, je suis encore à l'école, donc je peux encore me retourner. Ouais. Et finalement, bon, bah, même encore maintenant, tu vois, je me dis encore, bon, bah, si jamais il y a un gros problème, bon, bah, en fait, c'est une expérience géniale à revendre. Voilà, tu vois. Ouais, c'est vrai que les échecs entrepreneuriaux sont, a fortiori quand on est jeune, sont rarement des défaites définitives quoi. Ouais, ouais. Et puis, ouais, moi, ça m'a vraiment, pour le coup, rendu mon expérience d'école ultra intéressante. Enfin, ne serait-ce que la compta, tu vois. Enfin, la compta, Ouais. franchement, c'est quand même pas hyper sexy comme matière au premier abord. Pas connu pour être la matière la plus Bah fun. voilà, et bah moi, en fait, à côté, j'avais mon vrai prévisionnel financier. Enfin, donc en fait, je pouvais aller voir mon cours de compta et lui dire, bon bah là, la TVA, je comprends pas. Enfin, Ouais, je tombais ça, compte 427, je sais pas quoi. par contre, après, c'est assez difficile de combiner les deux. Enfin, ça, c'est sûr que Ouais. c'est sportif de jongler entre les deux, quoi. Mais finalement, comme si t'étais hyper investi dans une asso à l'école ou Ouais. tous les projets qui peuvent vraiment te prendre du temps, quoi. Ouais. Ok, et une fois que tout ça, ça s'est fait, donc tu nous as raconté un peu les expérimentations à Saint-Denis, la fusion du plastique et tout. C'est quoi un petit peu le process qui fait qu'à partir de là, vous arrivez à un stade où vous êtes une vraie boîte qui tourne, Ouais. enfin, où
ça produit un peu en continu. Et pareil sur la partie aussi plus marketing, acquisition, tu vois. Ouais. Comment vous avez développé ces trucs-là? Alors, nous, l'innovation du produit, elle s'est toujours fait en parallèle de la commercialisation, dans le sens où, encore une fois, ça, tu vois, franchement, je le dois à Alex, cette approche hyper lean, de se dire, bon, bah ok, on a cette capacité de production-là, qui est faible et qui est donc sur du petit format. Bon, bah en fait, qu'à cela ne tienne, c'est du petit format. Bah, on va sortir une première gamme de mobilier, de petites tables de salon qui correspond à nos tailles. Et donc, on a commencé à sortir un site, à avoir du coup des premières ventes grâce à ça. Ça nous a permis de recevoir des premières demandes d'agences d'archi qui étaient vraiment pour le coup intéressées par le matériau uniquement. Et donc de faire un peu un shift pour se concentrer vraiment réellement sur le matériau. Et donc d'aller voir les prêts d'honneur, les banques et la BPI, avec du coup, à ce moment-là, une première traction, de pouvoir créer une machine, donc une grande presse chauffante qui allait nous permettre de faire des grands plateaux. Et grâce à cette machine et la BPI, et vraiment merci la BPI. La BPI, on ne remerciera jamais assez. Surtout que toi, comme tu es dans un truc vraiment d'impact et sur des biens physiques, tu dois aussi avoir des catégories d'aide, j'imagine, spécifiques qui doivent être assez cool. Alors ça, c'est surtout... donc là, c'est plutôt dans un deuxième temps qu'on active ces financements-là. Mais là, à ce moment-là, donc, c'était une bourse French Tech classique, donc basée sur l'innovation. Et donc cette machine nous a permis de faire des grands panneaux et donc de réaliser nos premiers projets B2B. Donc tu vois, on a commencé par... chaque nouveau projet, c'était une nouvelle aventure à part entière, quoi. Parce que, tu vois, ça a commencé par un projet de bar, et puis un deuxième et un troisième. Donc là, on s'est lancé dans la restauration, dans les projets de mobilier pour la restauration. Et puis, donc, ça nous a amené des projets pour du bureau. Et tu vois, là, on nous a demandé récemment un projet de scénographie, où le matériau est présenté sous une forme différente, donc plus sous forme de panneaux, mais sous forme de gros blocs denses. Ça, encore une fois, on pensait que c'était possible, mais tant qu'on recevait pas ce projet, on n'avait pas testé. Et en fait, à chaque fois, ça a été les projets qui nous ont permis de découvrir toujours plus notre matériau et de comprendre que vraiment le champ des possibles était assez large. C'est dingue ça. Et du coup, aujourd'hui, comment vous êtes structuré sur cette partie production? Ouais. Donc aujourd'hui, on reçoit plus de demandes que nos capacités de production, d'où la levée qu'on est en train de closer en ce moment. On a reçu aussi des financements de l'ADEME pour tout ce qui est achat de machines, etc. Et donc là, on a un atelier de production qui est à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94. Okay. Où, donc ça, c'est mon associé qui gère cette partie-là avec... nos alternants, donc, qui ont fait en général des CAP en menuiserie ou en manutention de machines. Et donc tu parlais du process de production, c'est ça? Ouais, de l'organisation en gros avec... j'imagine que vous avez vous avez donc ce centre de production. Ouais. Il doit y avoir un lien qui doit être fait avec les commandes des clients, donc ouais. ça doit arriver là-dedans. En fait, en ce moment, on fait la production à la demande. Donc, c'est-à-dire qu'on a notre calendrier de production. Globalement, comment ça se passe? On reçoit tous les mois une énorme livraison de balles de plastique, donc qui sont ce que vous utilisez souvent au quotidien. D'ailleurs, en ce moment, je pense que tu peux aller les récupérer direct dans la rue. Ouais. Alors, ils sont un peu souillés. La grève des éboueurs. Ouais. Alors, pour le coup, dans notre process, on fait en sorte de recevoir des plastiques donc par nos partenaires qui récupèrent des déchets plastiques de l'événementiel, par exemple. Donc ça, c'est du plastique qui est utilisé mais 24 heures, quoi. Ah ouais. Donc on reçoit du plastique non seulement qui est propre, qui est gratuit, souvent dans les mêmes couleurs, donc ça nous permet, nous, d'avoir une... Oui, ce que je voulais te demander, vous choisissez les couleurs et les matériaux que vous voulez pour pouvoir un peu uniformiser quand même ce que vous voulez produire. Alors,
On reçoit tout type de couleurs de déchets plastiques. Ensuite, ça, pour le coup, ça c'est au sein de notre atelier. Les plastiques sont retriés par couleur. Et puis, en fonction des projets, donc là, on va avoir un grand moule qui fait la taille des plateaux, donc 1,40 sur 1,40, et dans lequel on va disposer les déchets plastiques en fonction du motif qu'on veut créer. Et donc, si j'ai une commande pour un grand plateau rouge, je vais aller mettre des déchets plastiques Coca-Cola, par exemple. Ok, ouais. Donc ça fait pas mal de volume. Ce grand moule-là va dans une presse chauffante. Le plastique va être fondu. Puis ensuite, on va pouvoir un peu retravailler le motif à ce moment-là. On va avoir un peu une espèce de pâte à modeler. Tout ce plastique-là va être pressé. Et ensuite, donc, on va sortir un plateau. Et là, c'est un peu comme un gâteau marbré, donc tu vois, qui est brun autour, enfin qui a une couche autour. Et quand tu vas venir enlever la première couche, c'est là où il y a un motif qui va apparaître. Ok. Donc c'est toujours... c'est assez marrant aussi à chaque projet, tu vois, de voir le motif qui se crée. Le motif, sachant que le motif est complètement aléatoire, là, pour le coup. Alors, oui, toujours. Et en même temps, maintenant, on connaît bien nos recettes, j'ai envie de dire. Donc, ça nous permet d'avoir une régularité sur les motifs. Ça va être un peu comme le marbre, si tu veux. On va pas maîtriser qu'il y ait telle vague pile à tel endroit. Par contre, le fait que le plateau ressemble toujours à la photo qu'on a montrée, ça, oui, Ouais. ça, on maîtrise. Énorme. Et donc là, vous avez combien de personnes pour gérer toute cette partie production technique? Alors là, ils sont 3. On a une 4e personne qui arrive. Et puis, on cherche en ce moment donc une personne, un profil plutôt ingénieur pour nous aider sur l'optimisation du process de production avec l'arrivée de nouvelles machines qui vont nous permettre de faire des grands plateaux de 2,50 m de long. Ok, en fait, vous avez une usine, quoi. Alors, vous l'appelez peut-être pas comme ça, mais... mais ouais, en fait, le but, c'est donc de garder, nous, notre savoir-faire, ce qu'on sait faire, c'est-à-dire ces panneaux-là. Et puis ensuite, on va sous-traiter, notamment avec les agences d'archi, on va sous-traiter la partie, soit la partie menuiserie, ou soit, donc tu vois, la finition des projets. Donc voilà. Ouais. Ok. Et du coup, sur la partie plus business, donc tu disais tout à l'heure que vous avez pas mal d'apports d'affaires qui va être lié justement à des... Tu disais, c'est quoi? C'est des boîtes de décoration d'intérieur? Ouais, des agences d'architecture. En fait, donc il y a différentes façons, soit de démarcher, soit d'être contacté. Il y a évidemment les réseaux sociaux. Pour l'instant, on active assez peu cette partie-là parce qu'on reçoit beaucoup d'autres demandes à travers d'autres moyens. Mais donc, il va y avoir notamment la partie réseaux sociaux. Et puis, en fait, surtout, nous, les gens ont besoin de toucher le matériau pour se projeter. Donc, ça passe beaucoup par les salons. On a trouvé le moyen d'être présenté par des matériothèques, donc, qui sont des bibliothèques de matériaux, pour être présent dans les salons sans payer. C'est pas mal, oui, parce que ça, ça coûte une fortune, ces trucs. Ça coûte cher, et puis tu es obligé d'être hyper, pour le coup, assez intelligent dans la façon dont tu vas distribuer ton argent. Et puis aussi, donc tu vois, sur ces salons, on va être présenté par, typiquement, parfois des entreprises qui font du mobilier de bureau ou de la scénographie, etc. Donc, ils vont présenter notre matériau pour qu'ils reçoivent des projets à travers notre matériau. Donc là, en général, on est aussi présenté avec d'autres matériaux. Et puis, il y a aussi une autre façon, c'est tout simplement d'aller démarcher avec des boîtes d'échantillons, les différentes agences d'archi. Ça, en général, c'est assez facile, puisque les boîtes d'archi sont toujours hyper intéressées de découvrir de nouveaux matériaux. Et puis ensuite, le challenge, ça va être de réussir à combiner les différents projets. Tu vois... il y a des projets qu'on nous demande qui vont être très importants. Tu vois, je sais pas moi, on nous demande 40 mètres carrés pour le mois prochain alors qu'on a déjà notre projet. En fait, là, on va plutôt faire en sorte de soit faire des projets pilotes pour ces agences d'archi-là pour qu'elles puissent le présenter à leurs clients et que nous, ensuite, on ait le temps d'optimiser la production. Ou soit alors, c'est un projet particulièrement intéressant, donc on va se focus sur celui-là et faire en sorte que le calendrier de production colle autour. Quoi. Du coup, c'est intéressant parce qu'en termes marketing, je vois un peu deux...
enfin marketing et acquisition, je Ouais. vois un peu deux niveaux, c'est que tu peux avoir potentiellement tout un travail un peu de notoriété où tu vas parler de Hanga, essayer de développer l'image de marque, de faire parler de ce matériau qui est un peu révolutionnaire. Et donc pour ça, tu as tes canaux propres, tu vas avoir Insta, ton site, le fait d'apparaître dans des magazines Mm. à gauche, à droite et tout. Et à côté de ça, tu as dans un second temps une phase peut-être plus vraiment de business développement où tu vas aller créer ces partenariats Ouais, avec exactement. toutes ces boîtes-là. Et Et en donc fait, toi, tu essayes d'agir en fait sur les deux finalement. ouais, en fait, c'est un peu deux parties du business model qui s'alimentent parce que nous, il y a des projets d'image qui vont être moins intéressants économiquement, Mm. mais qui vont donner du crédit aux matériaux. Et ces projets-là, en fait, nous amènent aussi beaucoup de projets donc là qui sont peut-être moins présentés parce que c'est pas des lieux incroyables ou je sais pas quoi. Pour le coup, ça va être aussi, ça fait partie de la santé financière de la boîte Ouais, clairement. parce qu'il y a une récurrence, parce que c'est plus de mètres carrés. Et du coup, toute cette partie image et business au début, donc c'était plus ton terrain, tes Ouais. zones d'expertise. Et là, comment vous êtes organisé là-dessus Oh, euh, au pif, essai erreur. Non, mais ouais, c'était ça en fait. C'était. C'est là où on revient aussi un peu à la naïveté du début, c'est de se Mm. dire. En fait, on a quoi? On a des échantillons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans des salons, là où sont les acteurs. Et puis en fait, surtout, on va prendre leur retour. Moi, il y a plein de. Il y a beaucoup de projets qu'on a fait où en fait, la façon dont on a approché ces acteurs, c'était beaucoup plus la façon de dire en fait, nous, on a créé ça, on aimerait beaucoup avoir vos retours parce que vous faites partie du marché. Euh, qu'est-ce que vous nous conseillez? Et puis en fait, du coup, on avait leur retour et ça nous a permis ensuite qu'ils nous connaissent, qu'ils nous suivent petit à petit, Ouais. qu'ils nous demandent des projets qu'on était capable de faire en fonction de notre stade d'avancée. Et puis du coup, des projets qui ont servi de référence pour d'autres, etc. Donc ça, pour le coup, tu vois, assumer complètement cette approche de... En fait, regarde, on crée un truc innovant, on a besoin de vous pour avoir des retours, et puis potentiellement, vous avez besoin de nous parce que vous êtes intéressé par ces nouvelles innovations-là. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Ça s'est fait tout seul. Et Je dirais pas tout seul. non, forcément. Mais, Spontanément, en ouais, tout voilà, cas. spontanément, ouais, c'est sûr. Ouais, Et du coup, maintenant, aujourd'hui, tu as une équipe un peu sur cette partie business ou c'est. ouais. On recrute d'ailleurs. Si vous voulez faire de la communication pour nous, vous pouvez Pour une m'envoyer un marque mail. engagée, jeune, dynamique. Ouais, parce que ça, j'ai besoin d'un profil là pour l'instant. Donc moi, j'ai beaucoup été seule sur ma partie parce que donc c'était, il y avait beaucoup de choses différentes et puis je trouvais aussi que au début, c'était parfois plus compliqué de passer du temps à déléguer sur Mm. quelque chose qui était encore mouvant. Mais donc ouais, ça se fait pas mal avec des stagiaires et puis là, j'ai une personne avec moi donc qui a plutôt mon niveau qui m'aide vachement. Pour t'épauler. Ouais, et puis surtout le fait d'être en process de levée de fonds en parallèle, d'avoir encore, à côté des projets qui tournent. Mm. Enfin, mine de rien, en fait, tu as une partie de ta casquette qui est la recherche de financement, l'autre qui est la gestion de projet, l'autre qui est faire en Ça sorte fait beaucoup. que ce process de production puisse arriver à quelque chose d'industriel. Donc, ouais, ça fait des grosses journées. Et en même temps, C'est aussi un peu pour ça qu'on le fait. ouais, c'est ça. Et tu parlais du fait que vous avez mis même trop de demandes et trop de projets par rapport à votre capacité de production. Et, euh, et donc, j'imagine. C'est déjà ça, je m'en plains pas. Ah oui, non, c'est Mais plutôt surtout, agréable dans ce sens-là. non, mais puis surtout, en fait, c'est quelque chose qu'on allait chercher parce que pour convaincre les financements et les investisseurs de venir chez nous, fallait montrer une traction. Donc, Ouais. en fait, on a été sur un business model et une innovation où on a pu commencer à faire des projets d'emblée. Donc, en fait, oui, voilà, ça s'est fait petit à petit et nos capacités de production ont à chaque fois augmenté. Et puis, voilà, là, le but, c'est d'avoir un process qui rôde régulièrement parce que y a des projets chouettes à faire. Oui, clairement. Et là, du coup, quand tu parles de levée de fonds, j'imagine qu'un des objectifs, c'est de financer justement peut-être la croissance de l'appareil productif Ouais, pour et pouvoir l'équipe, ouais. plus délivrer. Et puis, bon, j'imagine qu'il y a aussi forcément un investissement peut-être market
pas inintéressant. Ouais, alors ça, c'est forcément pris en compte. Et en même temps, cette partie-là, bah, en fait, on a déjà bien commencé à activer cette partie-là, dans le sens où aujourd'hui, on est présent dans beaucoup de matériothèques. On a des partenariats avec des entreprises de mobilier qu'on commence à sceller. Donc, tu vois, sans avoir... Enfin, en fait, moi, c'est vraiment ça, c'est la leçon, c'est il faut pas attendre d'avoir un truc hyper calé qui rôde bien pour commencer à signer des trucs Ouais. intéressants. Parce que tu vois, là, du coup, on est présent dans des catalogues d'entreprises. En fait, j'ai pas besoin d'avoir une production de 1000 tables par mois pour commencer à réaliser des projets avec des entreprises. Il suffit simplement voilà, de commencer avec la capacité de production que tu as, d'aller chercher des projets dans différents secteurs. C'est là aussi où tu vois, on a sélectionné les projets en fonction de la diversité qu'on voulait aller chercher. Et voilà, donc finalement, cette partie marketing-là, oui, aussi parce qu'on a vraiment envie de créer un truc sympa autour de l'image. Mais Ouais, c'est pas la grosse prio du moment. bah, en fait, ouais, là, il y a beaucoup sur... Enfin, c'est les trois, en fait. C'est la capacité de production, l'équipe pour la gestion de projet, la communication et la production. Et bah, voilà, cette partie marketing. Du coup, en termes de segmentation B2B, B2C, Ouais. euh, est-ce que, donc là on a pas mal parlé de projets B2B, de Mhm. partenariats avec des agences et tout. Sur le segment plus B2C, est-ce qu'on peut commander, je sais pas, sur votre site, tu vois, par exemple, Ouais. une table Langa ou un truc Alors, comme ça? donc nous, on fait les demandes qu'on reçoit directement. En fait, c'est vrai qu'on s'est lancé en B2C parce que c'était plus simple pour nous au début, parce qu'on était limité en taille, etc. Et puis ensuite, bon, bah, les opportunités business étaient plus intéressantes pour nous à montrer en B2B. Ok, ouais. Par contre, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est des partenariats avec des marques qui, elles, sont en B2C. Donc vous pourrez retrouver notre matériau à travers du mobilier d'autres marques. Et puis bah, nous, franchement, on a aussi notre volonté plus tard, c'est, enfin là, dans pas trop longtemps non plus, c'est de ressortir une gamme à nous parce que évidemment envie d'être proche directement du Hmm. consommateur, ne serait-ce que bah, voilà, pour tout ce message. Mais c'est que, en Mais... fait, là, comme vous êtes finalement un peu en mode commande, Mm. si t'as un particulier qui t'écrit, qui te dit, voilà, Ouais, on lui moi je fait. refais ma baraque, j'ai besoin de 12 tables, Ouais, vous pouvez le faire, quoi. ouais, Donc c'est pas non plus, vous n'êtes pas fermé à ça, c'est plus que vous n'êtes pas en mode en fait, on va e-commerce pas. où on peut commander sur ton site des produits Exactement. standardisés. On va pas. Nous, notre business model, il est plus intéressant à fonder sur le B2B. Donc c'est sur ça qu'on le base. Par contre, quand on reçoit les demandes, on est ravis de les faire. Et puis, nous, le B2C, c'est aussi un bon moyen d'image, en fait. Donc, Ouais. en fait, on se sert plutôt du B2C comme bah, pour montrer des applications différentes. Et ne serait-ce que bah, pour tester des nouveaux projets, c'est aussi plus facile de le faire avec un particulier qui va nous demander un type de projet. Donc là, on va y aller pour bah, le projet qui nous intéresse. Par contre, voilà, ce qu'on démarche et ce qu'on cherche le plus à faire pour l'instant, c'est du B2B. C'est intéressant, je trouve, comme positionnement, parce on a une époque, tu sais, où tout le monde veut monter sa DNVB, Ouais. et donc là, quelque part, tu aurais un peu une voie royale pour le faire, mais c'est vrai que dans votre cas, c'est peut-être plus pertinent de le faire, effectivement, dans un Bah, en second fait, temps. nous, enfin, aussi, c'était plus intéressant. Je pense que c'était plus rassurant pour des business angels de venir sur un projet B2B. Enfin, tu vois, le côté B2C des NVB, parfois, on est toujours un peu plus frileux Ouais, parce que ça dépend d'une tendance. Il faut une grosse capacité marketing derrière, etc. Par puis t'es contre, hyper dépendant de la pub et tout. ouais, et puis en fait, on nous demandait directement des projets avec notre matériau. Donc, enfin, nous, au contraire, en fait, on est allé là où on avait envie d'aller et où aussi il y avait l'opportunité de marcher. Par contre, c'est vrai que nous, c'est aussi une vocation à terme avec Alex bah, d'être proche du consommateur, donc de proposer cette approche-là, qui sera voilà, plutôt un projet d'image, quoi. Ok, bon, on va parler d'impact maintenant. Ouais. Sujet hyper à la mode. Tu regardes qui veut être mon associé, tu vois quasiment tous les projets, c'est des projets à impact.
c'est bien, on va pas s'en plaindre. Carrément. Toi, tu es en plein dedans parce que fondamentalement, ce que vous faites, c'est de recycler des déchets. Ouais. Est-ce que c'était genre une volonté pour toi en te lançant dans l'entrepreneuriat Ouais. Ouais, comment ça s'est Complètement. fait? Moi, c'était une condition sine qua non. Après, ça aurait été de l'impact, quoi qu'il arrive, mais ça aurait pu être le sujet des déchets plastiques comme un autre. Moi, c'était plus une question en fait, de responsabilité, quoi. Je me disais, bon, bah, en fait, t'es né dans un contexte favorable, t'as eu de la chance de pouvoir faire ces études-là, etc. Bon, bah, en fait, il y a un moment où si t'as cette boîte d'outils là, bah, il faut pouvoir en faire quelque chose de cool. Enfin, vraiment en termes de responsabilité. Et puis, Alexandre, pour le coup, lui, il est vraiment venu beaucoup plus avec une approche de design. Hmm. Et c'est ça ce que je trouvais vachement intéressant, en fait. C'était de se dire, mais en fait, notre projet, il va avoir de l'impact, mais pas du tout que ça. En fait, je pense que déjà, si tu veux faire de l'impact parce que c'est à la mode, forcément, tu vas te tromper à un endroit, parce que Ouais. c'est beaucoup plus dur de faire de l'impact. Donc, si t'as pas cette conviction-là profonde, moi, je pense qu'à un endroit, ça risque de déconner ou tu risques de pas faire les bons choix, parce que, bah, ouais, en fait, ça implique forcément certains choix à faire. Après, bah, tu vois, justement, le fait que Alex vienne vraiment avec cette approche de design et que moi, je vienne avec l'approche de l'impact, c'est là où je me suis rendu compte que, bah, en fait, les gens, nos clients, allaient bah, pas seulement venir acheter chez nous parce que c'est éco-responsable. En fait, l'argument éco-responsable n'est pas assez fort, n'est pas suffisant pour faire une différence. Et donc, on est vraiment venu en train de se dire, bon, bah, en fait, il faut qu'il soit techniquement bon, il faut qu'il soit esthétique et il faut qu'il ait un bon rapport qualité-prix. Parce que sinon, en fait, ton business à impact, bah, il n'est pas viable. Donc, Ouais, c'est clair. Ça rappelle un article que j'avais lu sur la performance financière des grands groupes ouais. et leur impact. Mm. Et c'était d'ailleurs lié à, je crois, à Emmanuel Faber chez Danone, qui Ouais. mettait beaucoup ça en avant. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'était un article de recherche où ils avaient analysé plein de boîtes qui essayaient plus ou moins de faire les deux. Et ils disaient qu'en fait, finalement, du point de vue de la considération par les investisseurs, le fait de faire dans l'impact, alors pour un grand groupe, on appelle ça la RSE, Ouais. mais le fait d'investir à fond dans la RSE pour un grand groupe, c'est super bien vu de la part des investisseurs à performance financière équivalente. Par Ouais. contre, ça ne rattrape pas des performances financières Non. qui déconnent. Moi, c'était vraiment aussi une vocation de me dire, mais en fait, j'ai envie de montrer que un projet qui porte l'impact au cœur de son business model soit intéressant économiquement. Ouais. Parce que sinon, en fait, tu restes forcément dans un côté un peu ah bah l'impact c'est bisounours ou ah bah oui mais vous êtes très gentil mais nous en fait on va faire de la thune. Moi, et c'est tout l'intérêt de l'économie circulaire d'ailleurs, c'est toute l'intelligence de l'économie circulaire, Ouais. c'est de se dire mais en fait il y a une valeur à cet endroit-là. Nous tout ce qu'on fait c'est révéler la valeur de cette matière-là. Il y a plein de façons de le faire. Nous on le fait en prenant le parti pris esthétique et l'application à des projets d'architecture. Mais ça, il y a plein de façons de le faire. Mais pour le coup, c'est toujours la même intelligence derrière, de se dire bah, comment est-ce qu'on va redonner une valeur économique à ce qui est à la base décrié. Et ça, économiquement, bah, en fait, ça tient. Et moi, c'était ça ce que j'avais envie de montrer, en fait. Et c'est un truc que tu as retrouvé, par exemple, on parlait tout à l'heure de levée de fonds d'investisseurs et tout. Tes investisseurs, par exemple, ça va être des gens qui cherchent ça spécifiquement? Justement, pas forcément. Pas forcément. Et ça, je trouve que c'est une force. Alors, il y en a, oui, parce que c'est important aussi pour moi d'avoir des personnes avec moi qui ont cette vocation-là. Mais aussi, je trouve ça assez intéressant de se rendre compte que pas forcément. Et donc, bah, en fait, bah, ça montre aussi l'intérêt économique. Oui, c'est clair. Finalement, tu vois, cette boîte avant d'être une boîte à impact. Quoi. Ouais, et en fait, mon argument, il a évolué au fur et à mesure de la rencontre avec les acteurs du marché. Au départ, je présentais notre matériau comme un matériau éco-responsable,
et regardez, il est sympa, il est différent, il est Ouais. esthétique, etc. En fait, maintenant, non, pas du tout. Je dis, mais en fait, c'est un matériau qui est plus léger, qui est facile à découper avec des outils de menuiserie classiques, donc vous allez pouvoir l'utiliser facilement. Il a telle et telle propriété, il est esthétique. Et, by the way, il est fait à partir des déchets plastiques. Et, et là, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, c'était... Enfin, évidemment que c'est plus comme ça que tu vas convaincre les gens. Ouais, c'est clair. C'est beaucoup plus fort et ça va beaucoup plus loin que quelque chose qui pourrait être finalement un peu de l'ordre de l'effet de mode ou, Ouais. Par ou contre, ce d'une qui est action. sûr, c'est que faire une boîte à impact, ça demande de la rigueur. Et De tu la vois, rigueur dans ton quotidien, tu veux dire? dans le sens de la discipline dans... en fait, avec... tu vois, nous, notre processus de production, bon, bah en fait, forcément, ça implique des machines et de l'électricité. Mm. En fait, du coup, comme on a cette vocation première-là qui est l'impact, en fait, même au sein de notre processus de production, on va faire hyper attention à ça. Et par exemple, nous, nos quantités de déchets, elles viennent que d'Île-de-France, parce que, bah, en fait, ça sert à rien Ouais. d'aller chercher des Tu liquides ramènes du plastiques plastique de super Chine. intéressants. Oui, mais même de Marseille. Enfin, en fait, Mm. on va pas... je pourrais avoir le même argument éco-responsable bon bah en fait faire un peu semblant parce que l'impact carbone finalement ton plastique il vient de tel endroit, etc. Ouais. Mais en fait maintenant c'est aussi une rigueur à avoir au quotidien, et puis en fait une fois que tu as cette rigueur là, en vrai les solutions tu les trouves. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est un peu sans fin, parce que tu peux le retrouver à tous les échelons de ta boîte, dans tous les moindres détails. Tu peux avoir Ouais. des dilemmes de l'ordre de l'impact. Et finalement, ouais, une fois que tu as mis le doigt dedans, t'es peut-être Et un peu puis condamné aussi à être l'impact, cohérent sur c'est toute la ligne, quoi. c'est très large, tu vois. Moi je pense aussi à l'impact social, enfin dans le recrutement qu'on veut avoir, enfin forcément en fait du coup c'est des questionnements Et qui entrent en compte. les gens justement que vous recrutez, est-ce qu'ils sont spécifiquement attirés par ce côté impact ou plus par le fait d'être dans l'univers du design et s'en foutent Ça pas dépend, les un deux. peu de... Les T'as les deux. deux, ouais. Euh, les deux. Enfin, dans la partie production, il y en a aussi qui veulent déjà simplement avoir un métier intéressant au sein Ouais. d'un atelier, hein. Enfin, donc, non, les deux. Et moi, ça m'intéresse qu'ils en aient un. Mais par contre, c'est comme avec les investisseurs, en fait. S'ils en ont pas, ça montre aussi en fait qu'ils peuvent être intéressés par le design ou par euh, Ouais, le calcul économique, quoi. c'est intéressant, je trouve, ce côté boîte à impact, mais quand même boîte avant tout. Et c'est vrai que Je pense que c'est ce qui si tu permet de passes ça en sortir un peu de univers, la hype, tu vois. je pense que si tu oublies ça, en fait, faut pas oublier que, enfin, l'impact c'est extrêmement large. Mm. C'est pas un business à part entière. C'est pas, il y a de l'impact dans la finance, il y a de l'impact dans la grande distribution, il y a de l'impact dans l'alimentation. C'est pas un secteur à part. L'impact c'est une dimension en plus au sein d'un business. Ouais. Ouais, clairement. Je valide cette définition. On va Merci. parler mindset, entrepreneuriat un peu. Ouais. Comment tu fais pour être zen dans toute cette incertitude? Ah. Je sais On en a pourquoi tu déjà me poses beaucoup cette parlé. question, Vianney. Alors écoute, moi je fais beaucoup de méditation. Ok. Et ça m'a... Dis pas ok parce que tu sais déjà. Oui. Non, mais ouais, moi c'est sûr que ça c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Je fais à peu près 1 heure par jour, parfois deux. Enfin, en général, je fais 1 heure le matin et parfois aussi 1 heure le soir. Et en fait, ça m'aide énormément parce que la méditation, enfin, bon, c'est un peu le truc ultra à la mode, machin. Mais en fait, quand t'es sur des plages horaires de 1 heure, en fait, pour moi, l'image, c'est vraiment un peu une mer agitée en surface. En fait, si tu vas en profondeur, quoi qu'il arrive, ça peut être le plus agité possible en surface. Quand tu vas en profondeur, quoi qu'il arrive, ce sera un calme plat. Et donc moi, ça m'aide vraiment Et vachement au ça, quotidien. cette Ouais. image, c'est ce que tu cherches à atteindre avec la méditation. C'est ce que j'ai quand je fais de la D'accord, méditation. ouais. Ouais. Enfin, aussi parce que ça fait longtemps et voilà, tu vois. Mais c'est vrai que donc moi, ça me permet non seulement dans les moments compliqués de prendre du recul, mais aussi en fait énormément d'anticiper les sujets. En fait, la méditation, ça t'empêche de faire l'autruche. Ça t'oblige à
à tout voir. Enfin, ça t'oblige à sentir que tel sujet, t'as un petit blocage à cet endroit, ou que en fait, telle personne, finalement, tu sens plus trop le fit, ou enfin, voilà, plein Parce que de t'es petites choses comme ça. posé en séance de méditation et t'as cette pensée qui vient et qui Bah, revient souvent à propos de la même personne et donc ça non, ou alors, ça tu vois, t'unifie un truc. ça va être un sentiment à l'intérieur. Parfois, ok, tu vois, par exemple, le, le sentiment d'illégitimité, par exemple, Ouais. moi, ça a été un vrai sujet, notamment parce que je me suis lancée très jeune. Je pense qu'il y a aussi un petit côté féminin, sans doute, tu vois, le côté... Tu coches un peu quelques plus cases, débutant. quelques facteurs de sentiment d'illégitimité fréquents. Non, mais tu vois, le côté prendre de la place, le côté aller démarcher, le côté aller chercher de l'argent. Enfin, en fait, quand t'as pas eu dans ton éducation enfin, la question des représentations, elle est hyper importante. Ouais. Si je te demande 5 hommes d'affaires hyper connus, on va y aller facilement. 5 femmes d'affaires hyper connues, déjà un peu on plus, va devoir aller les chercher. Mais même, enfin, tu vois, on parlait d'investisseurs. C'est hyper difficile de trouver des... Enfin, il y en a beaucoup moins des femmes investisseurs. Ou alors, il faut aller les chercher. Et donc, ouais, moi, j'avais un vrai sentiment de légitimité. Et je pense que, sincèrement, je pense que la méditation a beaucoup joué dans le fait de... Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir rompu avec ce sentiment d'illégitimité. Et notamment parce que dans toutes les périodes de méditation, en fait, ça m'a permis de sentir... Enfin, vraiment, sentir physiquement ce blocage-là à tel endroit. Et en fait, d'aller simplement l'observer et d'aller... En fait, déjà te rendre compte que c'est une grosse part d'illusion, que c'est pas fondé sur grand-chose, que c'est pas très grave, et que, en fait, on peut vivre avec. Et, enfin, tu vois, et vraiment un peu dégrossir le sentiment et se dire, oh, mais en fait, ça va, tu vois. Et puis, ouais, moi aussi, je trouve que ça aide énormément à anticiper les sujets. Parce que du coup, donc ce que je te disais, tu es obligé de... Enfin, les sujets que tu as un peu envie naturellement de mettre sous le tapis, à ce moment-là, c'est pour ça que c'est parfois très inconfortable la méditation, c'est parce que tu vois un peu les choses que tu n'as pas envie de voir. Ça ressort forcément. Et ça ressort forcément. Et en même temps, du coup, tu peux les anticiper avant que ça devienne des vrais problèmes. Donc, ouais, moi, ça, c'est une discipline à laquelle, pour le coup, je ne dérogerai pas parce que ça m'aide trop, quoi. Ouais, 1 heure par jour, c'est assez impressionnant. Non, enfin, honnêtement, c'est... Enfin, moi, c'est un besoin maintenant, c'est un plaisir, c'est... Et tu positionnes je ça trouve quand que la dans la vie est journée? plus facile. Ouais, ça, je veux bien le croire. Le matin, du coup, je me lève 1 heure plus tôt. Et puis... ou alors parfois le soir quand j'ai vraiment pas eu le temps, mais forcément 1 heure à un moment, et parfois 2 dans des périodes denses. Et donc forcément, c'est soit se coucher un peu plus tard, soit se lever un peu plus tôt. Mais en fait, moi, ça m'absorbe beaucoup de fatigue. Enfin, au contraire, tu... Et surtout Du coup, tu dors trop bien. quand tu sais aussi ce que ça t'apporte et ce que ça te permet d'atteindre comme degré de liberté intérieure, Ouais, mais bien tu sûr. trouves plus facilement l'énergie Ouais, d'y et puis, consacrer des heures. imagine, t'as un sujet qui est compliqué, t'es dans une phase compliquée. En fait, tu fais 1 heure de méditation avant, où t'as pu spotter un peu tous les sujets qui te trottent dans la tête. Mais en fait, une fois que t'as passé 1 heure à faire ça, ta nuit après, enfin, elle est tranquille. Ouais, Donc, nuit calme, comme ouais, les comme un infusions. bébé, bah oui. Alors que si je faisais pas ça, mais c'est sûr qu'à certains moments, je me réveillerais, je me dirais, ah merde, j'ai oublié ça. Enfin, voilà, tu vois. Ce serait un peu plus agité. Bah écoute, ça c'est une bonne pratique à suivre. Faut s'investir, mais c'est vrai que ça a l'air très rentable. Honnêtement, c'est très faisable, et pour ce que ça apporte, moi, je trouve que c'est... Et par rapport au taf, c'est quoi ta méthode d'organisation? Alors écoute, elle a pas mal changé, et je suis tout à fait OK avec ça. Euh, Tu vois, quand j'ai commencé, du coup, j'avais peur. Enfin, tu vois, tout d'un coup, tu te retrouves aux manettes d'un truc, t'as l'impression de gérer un truc beaucoup trop gros pour soi. Enfin, tu vois, j'avais 22 ans. Et donc, j'ai retrouvé un peu un côté très, très bon élève.
Très, ok, bon, bah, c'est comme ça qu'il faut faire, de telle heure à telle heure, machin. Et en fait, petit à petit, bah, j'ai accepté, enfin, tu vois, on en revient aussi au sentiment de prendre de la légitimité, de prendre de la confiance. Bah, en fait, j'ai commencé à être beaucoup plus intuitive parfois, à me dire, bon, bah, là, t'es dans une phase trop cool de démarchage, ok, bon, bah, là, on va y aller. Là, non, j'ai beaucoup plus besoin d'être en retrait. Bon, bah, voilà, tant pis, j'avais prévu de faire ça, bah, c'est pas grave, on va le faire à tel endroit. Enfin, voilà. Euh, Lâcher prise. Ouais, et puis, donc une fois que j'ai vraiment bien réussi à fonctionner avec le lâcher-prise, bah depuis, j'ai réussi à remettre un cadre sur le lâcher-prise qui est complètement différent de d'essayer de trouver un lâcher-prise au sein d'un cadre. Là, au contraire, j'ai mis un cadre sur ce sentiment de lâcher-prise. Tu l'as Et organisé, quoi. ouais, C'est un lâcher prise enfin, pour moi, l'image, c'est pétrolier. vraiment... euh, enfin, le cadre, il sert euh, à avoir de la liberté dedans. Enfin, un cadre, s'il Mm. reste ultra rigide, bah, en fait, ça devient une prison. Ouais. Et donc, c'est pas intéressant. Et en même temps, tu peux pas être non plus. Ah, c'est un équilibre subtil à trouver. Ouais. Mais, Ouais, mais tu vois, par j'avoue. exemple, enfin, du coup, concrètement, mes rendez-vous, c'est tout le temps l'après-midi. Ouais. Ah, je fais pareil. Ouais. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Le Tu vois, tout le matin, temps après le déj. focus Le et. matin, focus, tous les mails en retard, tous les trucs un peu chiants, etc. Et puis aussi la planification, tout le travail un peu de vision, ça va être le matin. Et Mm. ensuite, l'après-midi, c'est les urgences, la gestion de projet. Donc ça m'arrive assez souvent en fait, d'être en mode avion, même le matin parfois. Parce que je sais que bah, voilà, j'ai tout l'après-midi pour appeler. Mais je trouve que ça, c'est vraiment super parce que ça te permet de. Tu sais, tous les matins, tu te reconnectes un peu Bah ouais. à tes sujets et tu te mets à jour, et tu t'évites un peu le fait de toujours courir après Bah ouais, sinon t'es en tes réaction. organisations. Bah, exactement, ouais. Or là, bah, du coup, t'es Enfin, il a fallu réactif. 4 ans pour capter ça. Mais le jour où je l'ai mis en place, ça m'a vraiment complètement changé Ouais. mon organisation, quoi. C'est assez incroyable. Ouais, ouais, moi je trouve, enfin, moi j'ai bien trouvé mon truc. Et puis, donc là, j'essaye de pas bosser le week-end, mais c'est vrai que le week-end, le dimanche après-midi en général, je vais plutôt avoir un côté vraiment. Donc c'est un peu un travail, mais c'est une façon très différente de travailler. C'est plus en mode profondément. Donc ça peut être vraiment juste me balader dans Paris, hein, me poser la question de où est-ce que j'ai envie d'aller maintenant, qu'est-ce que je ressens, tiens, comment est-ce qu'on va appréhender cette semaine-là. Donc tu te fais une marche Bah, intuitive. soit c'est une balade, enfin, soit c'est dans une expo, hein, franchement. Ou alors, je suis avec mon carnet de notes, enfin, et toujours, vraiment toujours en mode avion à ce moment-là. Mm. Mon carnet de notes et un peu ce truc de, bon, bah voilà, qu'est-ce que je ressens, quels vont être les challenges, et parfois pour la semaine prochaine, mais parfois pour dans 3 mois ou dans 2 ans, enfin, tu vois. Mais l'intérêt de les capter, c'est que ça te permet quand même d'aller organiser tout ça, Ouais, et même si c'est puis, à long terme. là, pour le coup, c'est un moment de travail où je ne cherche aucune productivité, Ouais, où c'est vraiment, bon, on prend la météo, quoi. on prend la météo. C'est pas mal ça. Faut prendre la météo régulièrement. Et dans la boîte, même de manière un peu plus globale, chez Anga, est-ce qu'il y a il y a un peu une culture de travail ou je sais pas, une culture d'entreprise un peu qui se détache déjà ou Euh, dans votre manière de bosser, tu vois, je sais pas. Si on rentre chez vous là, ouais, qu'est-ce qu'on voit comme ambiance? Enfin, là, on alors, est vendredi, il est c'est... 19h40, donc je souhaite pas voir grand-chose, mais en temps normal. Euh, bah, tu vois, je vais plutôt te décrire à l'atelier alors, parce que enfin, sinon la partie bureau c'est assez classique, on est Ouais. dans un incubateur dans le 15e. Mais donc ça, pour le coup, Alex a vraiment toujours gardé ce côté, bah, à côté de la gestion de la production, garder un côté vraiment hyper lean et toujours dans l'innovation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller tester de nouveau avec ce matériau? Donc il y a vraiment un côté un peu en mode... ouais, voilà, essai, erreur, test. Donc tu vas trouver... Enfin, ouais, des nouveaux outils pour tester une nouvelle façon de travailler le matériau, enfin, ouais, ou des choses comme ça. Et puis, comme culture de boîte, tiens, c'est marrant, ça c'est une question qu'on s'était vraiment posée au moment. Enfin, le premier document qu'on a fait, Alexandre et moi, ensemble, c'était un pacte d'associés, avant même Ah ouais? l'écriture des statuts. Ouais, tout de suite. Et c'était Lui, vous trop êtes bien d'accord d'ailleurs. sur les fondamentaux? Ouais, et, enfin, ça vraiment, je le conseille de faire un vrai pacte d'associés avec une vraie avocate. Enfin, pardon, avocat, enfin, nous c'est une avocate, mais bref. Euh,
Et ouais, en fait, elle nous a vraiment fait soulever les questions profondes. Et typiquement, il y en avait une, c'était sur quoi est-ce que vous ne dérogerez jamais pour la boîte. Et donc moi, c'était l'éco-responsabilité et Alexandre, c'était le design, l'esthétisme. Et donc en fait, en gars, c'est ça au cœur, quoi. Donc en fait, toutes nos discussions, tous les projets qu'on choisit, toutes les expérimentations qu'on veut faire, en fait, on retrouve ces deux éléments-là liés ensemble. C'est marrant, votre avocate, c'était presque enfin, pas j'allais dire Une une thérapeute thérapie, de ouais, c'est couple. complètement Le ça. terme est un peu Ah, fort, mais c'est mais, complètement ça. Surtout que mais on se connaissait pas ça va si au-delà du bien. droit. Ouais, mais puis surtout qu'on se connaissait pas si bien avec Alexandre à ce moment-là. Donc c'était trop intéressant, ouais. Franchement, ça a vraiment permis de mettre l'équerre sur table. Et puis en fait, surtout le pacte d'associés. Enfin, moi, je l'ai jamais relu depuis. Hein. C'est pas très passionnant comme C'est pas lecture. très passionnant, voilà. Mais en fait, ça nous a vraiment permis déjà de sentir qu'on était liés, qu'on était responsables l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis qu'on sache vraiment pourquoi l'autre était là en face. Hmm. Ok, bah écoute, intéressant, j'y penserai si je dois aller voir un avocat, trouver l'option psy en plus. Mot de la fin, parce qu'on est déjà là depuis une bonne heure. Ah ouais. Si tu croisais Valentine d'il y a 3-4 ans qui était en train d'envisager ce projet Ouais. et d'envisager l'entrepreneuriat d'une manière plus générale, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, franchement. La bonne question, merde. Non, mais c'est trop bien. Non, c'est trop bien. Déjà, je lui dis merci de s'être lancé, franchement. Parce que je pense qu'il fallait un peu enfin voilà, un peu du culot, un peu de la naïveté aussi, on en a parlé. Donc franchement, je dis merci, mais 1000 fois de s'être dit, ok, on va y aller. Est-ce que tu aurais un conseil ou un peu une orientation à lui donner, tu vois? Ben, conseil, ouais, moi je dirais, attends pas que ce soit parfait. Enfin, d'ailleurs, mais non, mais même pas de conseil, puisque c'est ce qu'on a fait. Enfin, ouais, je dirais, n'attends pas que ce soit parfait pour aller toquer à des portes. Enfin, ne crois pas qu'il faut avoir un bac plus 12 en plasturgie et en architecture d'intérieur pour oser monter un truc dans le secteur. Donc, enfin, voilà, vas-y, quoi. Et puis, en fait, du coup... non, mais du coup, je donnerais même pas de conseils, puisque c'est ce qui s'est passé. Donc non, merci. Ok, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Valentine d'être venue Trop ici cool, merci à toi. pour avoir cette discussion passionnante. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve une Merci. prochaine fois. Salut! À bientôt.